Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument des EDN, la dyspnée. L'objectif est simple et rentable, acquérir des réflexes, savoir trier vite et bien. Pas de blabla, que du concret. C'est parti. On est aux urgences. Un patient arrive, il a du mal à respirer. Là, le cerveau peut partir dans tous les sens avec des dizaines de diagnostics. Mais stop, la seule question qui vaille à cet instant, c'est est-ce que c'est grave, là, tout de suite? Est-ce que sa vie est en jeu? C'est ça le tri. Voici notre plan de vol. D'abord, on pose les bases, définition et premier tri. Ensuite, le cœur du réacteur, le tableau de bord des urgences vitales, ce qu'il ne faut jamais rater. Après, on verra comment s'orienter face à une dyspnée qui dure. Puis, le réflexe essentiel pour évaluer la gravité, peu importe la cause. Et on finira par les pièges à éviter le jour de l'examen. Allez, on entre dans le vif du sujet. Commençons par le commencement. De quoi parle-t-on exactement ? La définition est courte, mais un mot est absolument crucial, subjective. C'est le ressenti du patient. Notre travail de clinicien, c'est de transformer cette plainte, cette sensation, en quelque chose d'objectif, et surtout de la classer. Et voilà le premier filtre, la première porte de tri, la plus importante de toutes, la temporalité. Est-ce que ça a commencé brutalement, il y a quelques heures, ou est-ce que ça s'installe depuis des mois ? Si c'est chronique, en général, on a le temps. Mais si c'est aigu, le postulat de base est simple. C'est une urgence vitale, jusqu'à preuve du contraire. Point. On attaque maintenant la partie la plus rentable pour les EDN, celle qui sauve des vies et qui rapporte des points. Face à une dyspnée aiguë, il faut avoir une checklist mentale qui se déroule automatiquement. Un véritable tableau de bord des diagnostics qui tuent. Ce tableau, il faut le connaître sur le bout des doigts. C'est un automatisme. Passons-le en revue. D'abord, l'embolie pulmonaire. Le message EDN, c'est une équation. Dyspnée brutale, plus douleur thoracique, plus radio normale, égale EP. La syncope, signe de gravité extrême. Ensuite, l'OAP. Là, c'est l'auscultation qui parle. On entend les crépitants qui montent comme une marée. C'est l'image à retenir. Troisièmement, la crise d'asthme. Attention, le piège mortel. Un thorax qui devient silencieux est bien plus grave qu'un thorax qui siffle. Le silence, c'est le signe que le patient s'épuise. Puis, le pneumothorax sous tension. C'est une urgence mécanique pure. Ça comprime le cœur, ça mène au collapsus. Il faut agir dans la minute. Cinquième point, l'exacerbation de BPCO. Le réflexe est de penser à l'infection. Mais le piège, c'est d'oublier de chercher une embolie pulmonaire qui s'est greffée dessus. Ensuite, la pneumonie grave. On cherche la triade classique, fièvre, toux, foyer de crépitant. Et les signes de gravité sont ceux du choc septique. Enfin, l'anaphylaxie, avec sa manifestation la plus terrible, l'œdème de Kink. Le signal d'alarme absolu, c'est le stridor. Ce petit bruit aigu à l'inspiration, ça veut dire que le larynx est en train de se fermer. C'est une course contre la montre. Bon, on a vu le scénario catastrophe, maintenant on change de temporalité et on passe à la dyspnée chronique. Ici, on est moins dans l'urgence immédiate, l'objectif c'est de s'orienter, de classer la cause dans la bonne catégorie. Le raisonnement est assez simple, il faut penser à 3 grands tiroirs. D'abord, est-ce que ça vient des poumons ? On pense BPCO chez le fumeur, fibrose dans d'autres contextes. Deuxième tiroir, est-ce que ça vient du cœur ? On cherche les signes d'insuffisance cardiaque. Et si ce n'est ni respi ni cardio, alors on ouvre le troisième tiroir, celui des autres causes. Une anémie qu'on trouve avec une simple prise de sang, un déconditionnement à l'effort ou quelque chose de plus rare comme une maladie neuromusculaire. Et pour naviguer entre ces 3 tiroirs, la clé, c'est l'interrogatoire. Le diagnostic d'une dyspnée chronique, il se construit avec l'histoire du patient. Depuis quand ? À quelle vitesse ça s'aggrave ? Quel est son terrain ? Ses maladies connues. C'est un travail de détective. On revient maintenant à un point crucial, un vrai filet de sécurité qui s'applique à n'importe quelle dyspnée, qu'elle soit aiguë ou chronique. C'est la question « Comment je sais si mon patient est en train de décompenser, de lâcher ?» Ces signes, ce sont des alarmes absolues. Ils ne nous disent pas la cause, mais ils crient que la situation est gravissime. Un tirage, c'est quand on voit le patient lutter avec ses muscles du cou et du thorax pour faire entrer de l'air. La cyanose, les sueurs, la tachycardie, c'est le corps qui est en panique. Et le pire, c'est l'altération de la conscience. Agitation, confusion, ça veut dire que le cerveau souffre, soit par manque d'oxygène, soit par excès de CO2. Le message ici est sans ambiguïté. Dès qu'un seul de ces signes apparaît, on arrête tout. On arrête de chercher un diagnostic précis. La priorité numéro 1, c'est la stabilisation, c'est la réanimation. Parce que ça, c'est le signe de l'épuisement ventilatoire. C'est le moment juste avant l'arrêt respiratoire. Allez, pour terminer, on va voir ensemble quelques pièges typiques des dossiers EDN. Ces situations sont faites pour tester le raisonnement clinique un peu plus loin que la simple connaissance par cœur. Décortiquons-les pour ne pas tomber dedans. Piège numéro 1. Se dire qu'une dyspnée sans douleur, c'est rassurant. C'est totalement faux. Une embolie pulmonaire massive, la plus grave de toutes, peut se manifester par une dyspnée isolée, nue, mais effroyable. L'absence de douleur n'élimine jamais une EP. Piège numéro 2. Sous-estimer la situation parce que le patient est jeune.
L'âge n'est absolument pas un critère de réassurance. Une dyspnée brutale chez quelqu'un de 20 ans, ça peut parfaitement être un pneumothorax ou un asthme aigu grave. Il faut y penser. Et enfin, le piège numéro 3, peut-être le plus courant. Si le patient chronique, par exemple un BPCO, qui s'aggrave. Le réflexe, c'est de dire « c'est une poussée de sa maladie ». Mais il faut toujours se poser la question de l'événement aigu surajouté. Et si c'était une embolie pulmonaire qui venait compliquer sa bronchite? On termine avec cette phrase qui résume toute la philosophie de la prise en charge. Face à un patient essoufflé, on n'est pas là pour faire un exercice de style intellectuel, on est là pour appliquer une stratégie de survie. On commence par éliminer les diagnostics qui peuvent tuer dans les minutes qui suivent. Une fois qu'on a sécurisé le patient, là on a tout le temps d'affiner. C'est ça le réflexe à avoir, c'est ce qui fait la différence.